Alors, d'abord, quelques mots, mais tout le monde connaît votre parcours pour rappeler que donc, vous êtes professeur agrégé de droit public, vous avez été recteur des académies de Guyane et de Créteil, vous avez été directeur général de l'enseignement scolaire, vous avez été directeur du cabinet Gilles de Robien, vous avez été directeur général d'une grande école de commerce qui s'appelle l'ESSEC, et vous êtes ministre de l'Éducation nationale d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, si j'ai bien lu, vous l'avez rencontré via l'Institut Montaigne, via Laurent Bigorne, qui a pas mal travaillé sur sa candidature. Et moi, j'ai souvenir, ma première rencontre avec vous, c'était un dîner. Vous faisiez un peu la promotion de ce livre, L'école de demain. Et j'ai vu que la première citation d'introduction s'appelle, c'est donc le grand équilibre, c'est « Traiter de la façon d'élever et d'éduquer les enfants semble être la chose la plus importante et la plus difficile de toute la science humaine ». Et c'est de Montaigne. Alors je voudrais savoir, maintenant que vous êtes ministre, par rapport à ce livre qui est assez formidable, puisque son plan, c'est l'école maternelle, l'école élémentaire, le collège, le lycée. Et donc c'est une description finalement de votre vision, votre expérience, avec beaucoup de pragmatisme. Je crois que c'est ça qu'on remarque finalement dans à la fois votre parcours et vos propos. Est-ce que maintenant que vous êtes aux manettes et par rapport à ce que vous pensiez, est-ce que vous avez l'impression que les réformes que vous êtes en train de porter, on ne va pas employer le mot de disruption, mais sont transformatrices et vont pouvoir transformer notre école? Eh bien d'abord, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Je suis évidemment très heureux d'être ici. Ce sont des lieux que je connais bien du fait de mes fonctions précédentes, comme vous l'avez rappelé. Donc je suis très heureux de retrouver bien des personnes que je connais et de pouvoir échanger avec vous tous. Ensuite, par rapport à ce que vous avez dit, je voudrais dire que oui, vous avez bien lu, mais c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Et ce point-là, et comme d'autres, fait partie des choses qui se répètent d'article en article, mais qui pour autant n'est pas exact. Je parle du fait que Laurent Bigorne, qui par ailleurs est un ami, mais n'a pas été l'intermédiaire, contrairement à ce qui est dit. En fait, Emmanuel Macron a trouvé mon téléphone assez facilement et il m'a appelé. Mais sinon, sur la... Je sais qu'à l'époque, tout le monde disait que vous pourriez être le ministre d'à peu près tous les présidents de la République. Oui, c'est ce qu'on disait, mais c'est faux aussi d'ailleurs. Mais tout le monde dit ça, mais ça n'est pas exact. Mais bon, c'est une autre histoire. Et puis d'ailleurs, rien n'est écrit à l'avance pour Absolument, rien. Et donc, absolument. Rétrospectivement, tout le monde fait beaucoup de conjectures. C'est d'ailleurs, on pourra en parler. Mais sur la transformation et par rapport à votre question, oui, bien entendu, nous sommes là, c'est vrai pour le mandat qui est le mien à l'éducation, mais c'est vrai pour d'autres sujets, nous sommes là pour transformer. D'ailleurs, le président a utilisé un terme qui a parfois mal été compris, mais quand il a dit « la France ne peut pas se réformer », parfois on a coupé la phrase et on en est resté là, mais la phrase suivante, c'est « elle doit se transformer ». Autrement dit, c'est quelque chose de plus profond, mais aussi de plus participatif, qui s'engage. Et dans le cas de l'éducation, c'est ce processus-là qui est engagé, c'est-à-dire la transformation par les acteurs. Puisque le paradoxe dans lequel je me suis trouvé en arrivant comme ministre de l'Éducation nationale, c'est que en réalité, il y a deux réalités qui peuvent sembler contradictoires entre elles. D'une part, tout le monde est totalement lassé des réformes de l'éducation nationale, et vous le voyez, dès que quelqu'un arrive dans cette fonction, tout le monde dit, si on espère qu'il ne va pas faire de loi, qu'il ne va pas encore changer les programmes, que ceci, etc. Il y a une lassitude que tout le monde comprend d'ailleurs. Et puis de l'autre côté, tout le monde dit, le système est à bout de souffle, il est fatigué, il faut changer de paradigme, etc. Donc à la fois, on ne veut pas d'une nouvelle énième réforme, mais en même temps, on veut que ça se transforme. Donc vous diriez qu'on a une grande schizophrénie à l'égard de l'école? Non, les deux sentiments sont... on pourrait le qualifier ainsi, mais les deux sentiments me paraissent tout à fait légitimes. C'est-à-dire que dans les deux cas, il y a un fondement à éprouver cela. Et donc, la manière de faire éventuellement de la disruption et en tout cas de la transformation, c'est évidemment de responsabiliser les acteurs. C'est-à-dire, ce n'est pas d'arriver avec une loi magique qui va agir sur le facteur qui serait déterminant, parce que ça ne fonctionne pas comme ça, mais d'avoir une action de transformation par les acteurs en faisant en sorte que les acteurs s'approprient les enjeux de transformation. Et donc ça passe par évidemment un certain nombre de leviers dont je parlais dans le livre et qu'il faut utiliser dans le bon ordre et avec la bonne proportion si on veut que le système se transforme vraiment et ne pas simplement se payer de mots. Ce qui est intéressant quand on vous lit, on regarde ce que vous faites, c'est vous parlez de la communauté éducative. C'est-à-dire vous dites l'école, c'est 1 million de fonctionnaires dans 850 000 profs, c'est 12 millions d'élèves,
et ce sont les parents aussi. Et vous essayez, enfin c'est l'impression que j'ai en tout cas, de réconcilier ces trois approches qui sont pas forcément évidemment les mêmes intérêts ou en tout cas les mêmes façons d'appréhender l'école. On reproche souvent aux profs d'être assez obsidionaux, de protéger finalement la sphère éducative et de ne pas l'ouvrir, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. On peut penser que les parents, eux, parfois sont trop intrusifs et veulent absolument, parce qu'ils s'intéressent à l'avenir de leurs enfants, ce qui peut créer des tensions. Comment est-ce qu'on arrive à mettre en musique cette communauté éducative avec les principes que vous édictez dans le livre et que vous allez appliquer, notamment les principes de plus grande autonomie, qui semblent être un peu partout dans le monde, mais en France en particulier, la clé pour essayer de libérer les énergies dans cette communauté? En fait, la première des choses, c'est que cette communauté éducative se saisisse comme telle. Et elle a plusieurs échelles, la communauté éducative. D'abord, c'est la France. C'est ce que disait Didier Kling tout à l'heure. C'est-à-dire, l'intérêt général, c'est quand même que nous réussissions à avoir une éducation qui soit une des meilleures du monde, si on veut que notre pays se projette dans le futur. Ça semble une évidence, mais si chacun a bien cette évidence en tête en permanence, il y aura communauté éducative. J'ai comparé beaucoup de pays dans le monde, j'ai beaucoup regardé des systèmes, dont certains systèmes scolaires qui vont mieux que le nôtre. Et à chaque fois, le point de différence qui m'a frappé, c'est l'ingrédient de la confiance. C'est pour ça que j'utilise sans arrêt ce mot. Autrement dit, les différences qu'il y a entre nous et tel ou tel pays qui va mieux que nous sur le plan scolaire, c'est pas tellement tel ou tel élément technique, même si, bien entendu, il y a une série de sujets techniques sur lesquels on peut évoluer, mais c'est l'état d'esprit que l'on a su créer, l'état d'esprit de confiance. Donc on a besoin d'une société de confiance, et on a besoin d'une école de la confiance. C'est pour ça d'ailleurs que le terme, l'expression qui cristallise tout ce que j'ai à faire, c'est école de la confiance. Et l'école de la confiance, c'est l'autre manière de dire communauté éducative à l'échelle nationale. Se vivre comme une communauté éducative, se vivre aussi comme une société apprenante, puisque nous entrons dans le monde de la formation tout au long de la vie. Apprendre est plus que jamais quelque chose qui définit l'être humain. Et donc, il y a déjà cette prise de conscience générale. Après, c'est vrai qu'il y a des catégories. On est parents d'élèves, on est professeur, parfois on est les deux à la fois, on est chef d'établissement, et il y a des cultures professionnelles. Mais là aussi, il faut sortir de certains clichés. Notamment, en France, il y a des clichés sur les professeurs. Et les professeurs pensent qu'ils sont mal vus par la société. En réalité, c'est pas forcément le cas. Et la société pense que les professeurs veulent pas de transformation. Et c'est pas forcément le cas non plus. Et en réalité, les professeurs sont comme les autres. Ils sont très différents les uns des autres. Et il faut savoir comprendre qui ils sont. Par exemple, on va faire une grande réforme de l'enseignement professionnel. Il y a 67 000 professeurs de lycées professionnels en France. Je crois avoir une conscience assez claire de ce qu'est leur culture professionnelle, de ce qu'est leur état d'esprit. Il faut savoir leur parler, leur dire comment on va les amener plus loin et pas les mettre dans un grand tout qui ne correspondent pas à d'autres sous-ensembles du système. Donc il y a évidemment un certain discernement à avoir pour parler de communauté éducative. Et puis, il y a cette notion d'autonomie dont vous avez parlé, articulée avec le reste de la société. Si on parle de société de la confiance pour une école de la confiance, ça signifie que l'école doit être beaucoup plus autonome, partenariale, collective aussi. En clair, nous devons avoir une école où les parents d'élèves ont de l'importance et où la relation avec les partenaires a de l'importance. Et pour cela, il faut que l'école soit en quelque sorte forte et sûre d'elle-même. Quand on regarde 3 facteurs décisifs pour le progrès d'un système scolaire, il y a premièrement la formation des professeurs, initiale et continue, c'est un enjeu clé auquel on va évidemment s'atteler. Deuxièmement, la relation parents-professeurs, sujet clé sur lequel la France n'est pas très bonne et qu'on va faire évoluer dans cet état d'esprit de confiance dont je parlais, et en essayant de sortir de l'individualisme qui caractérise souvent notre pays ou du consumérisme qui caractérise certaines tendances, y compris dans le domaine scolaire. Et puis l'autonomie, mais l'autonomie bien faite, pas n'importe quelle autonomie, une autonomie qui conduit à créer l'esprit d'équipe dans les établissements. Vous savez, ce qui m'a toujours frappé, c'est que quand vous regardez des quartiers difficiles ou des territoires qui sont en difficulté, et que vous avez 2 établissements très comparables à quelques kilomètres, 2 collèges par exemple, vous avez très fréquemment un qui réussit et un qui ne réussit pas, à conditions sociales et géographiques tout à fait comparables. Et quand vous analysez très vite, vous voyez des sujets que toutes les personnes ici présentes connaissent bien, c'est-à-dire, voilà, c'est des questions d'équipe, c'est des questions de stabilité, c'est des questions de bonheur au travail, c'est des questions de projet collectif.
Et donc c'est à la fois un message positif, parce que ça veut dire qu'il y a des remèdes à tout, et en même temps qui montre que les choses sont difficiles, parce qu'il faut réussir cela dans chaque endroit. Et donc un grand enjeu de l'autonomie, c'est pas de sauter sur sa chaise en disant autonomie, autonomie, parce que ça peut très bien mener à des choses tout à fait contre-productives, mais d'avoir une autonomie qui investit les gens d'un pouvoir, et non pas des individus d'un pouvoir, mais des équipes d'un pouvoir. Et ça, c'est essentiel. Alors, on parle beaucoup de classements, vous en citez beaucoup dans le livre, on les connaît tous. Il y a le classement PISA international, dans lequel la France n'est pas très bien classée dans plusieurs domaines, notamment les mathématiques. Il y a un classement qui s'appelle PEARLS, qui parle de l'apprentissage de la lecture, où là, il vient de sortir le dernier, on est 34e sur 50 pays, je crois. Donc, est-ce que vous avez le sentiment de partir d'une situation qui est profondément dégradée? Est-ce que vous allez mesurer votre éventuel succès? Est-ce d'ailleurs à l'échelle d'un temps de ministre, dont on ne sait pas combien de temps il dure à l'Éducation nationale, parce que chaque rentrée est un danger, mais est-ce que vous avez l'impression en tout cas qu'à l'échelle d'un quinquennat, on peut observer des succès dans ces domaines, où finalement c'est pas ça la bonne mesure, même si vous ne pouvez pas empêcher la presse de les regarder? Alors, par définition, l'éducation est un sujet de long terme. Et donc, il faut évidemment s'inscrire dans la durée. Et par exemple, Pearl, c'est une enquête qui a lieu tous les 5 ans. Donc, il faut effectivement se fixer que dans 5 ans, le futur. Ça s'est dégradé d'ailleurs, je précise, depuis 2001. Pearl, c'est sur des enfants une enquête sur des enfants de 8-9 ans, donc à peu près des enfants qui correspondent au CM1 dans les différents pays. Et elle est faite tous les 5 ans. Donc, si vous voulez, dans 5 ans, les élèves qui feront le test, dans 4 ans, ceux qui feront le test en CM1 seront à peu près des élèves qui auront fait leur école élémentaire sous ma responsabilité, si je puis dire. Donc je pourrais, en effet, je tiens des propos dangereux. On pourra vous réinviter dans 5 ans, d'accord. Alors que pour PISA, c'est des élèves de 15 ans, donc il faut inviter les trois ministres de l'éducation de 3 quinquennats précédents. Enfin 3, malheureusement, en plus. Et donc, cette question des temps, des durées, est évidemment essentielle. C'est-à-dire que pour la plupart des sujets, en effet, la réponse, c'est de dire nous devons nous situer dans le long terme. Nous devons nous situer dans la durée. Et il faut poser des graines sur lesquelles il ne faut pas marquer d'impatience, et il faut coûte que coûte faire pousser ces graines, c'est très important. Néanmoins, pour toute une série de raisons, il y a aussi des enjeux de très court terme. Et il y a des choses qui peuvent se transformer à court terme. L'exemple typique, c'est ce que l'on a fait à la rentrée dernière avec le dédoublement des classes de cours préparatoires à 2 dans les établissements, dans les cours préparatoires en réseau d'éducation prioritaire. C'est une mesure, pour moi, elle est emblématique de la méthode, si vous voulez. D'abord, premièrement, parce qu'elle est inspirée par la science. C'est-à-dire que cette mesure, c'est pas une mesure qui sort un beau matin du cerveau du président de la République ou du Premier ministre ou du ministre de l'Éducation. C'est une mesure inspirée par des études nationales et internationales qui ont montré que si on veut aller à la racine des inégalités scolaires et des difficultés scolaires, alors il faut non pas améliorer un peu le taux d'encadrement, non pas être bienveillant dans une gestion en déplaçant un peu le curseur, mais faire quelque chose de radical dans les toutes premières années de la vie, parce qu'il se passe quelque chose d'essentiel à ce moment-là. Et donc cette mesure radicale, et c'est cette idée qui a un peu surpris d'ailleurs dans le débat public, parce qu'on ne l'attendait pas comme ça, c'est de dire on fait carrément des classes de 12 élèves dans les quartiers défavorisés au moment de l'entrée dans la lecture, l'écriture et le calcul. Cette mesure, elle est donc inspirée par des études. Et donc c'est pour cela qu'on l'a fait. Donc il y a une forme de rationalité dans le choix. Deuxièmement, elle a suscité du scepticisme. C'est-à-dire si vous vous reportez aux commentaires du mois de juin et juillet, c'était ils ne vont pas y arriver, ils n'ont pas le temps d'y arriver pour septembre, etc. Total, le 4 septembre, c'était en place et aujourd'hui c'est une réalité. Et troisièmement, elle porte des effets à court terme. J'étais encore hier à Lyon en train de visiter une école primaire, mais j'en visite en permanence. Donc je vois exactement ce qui se passe sur le terrain. Et dès maintenant, on a des enfants. Alors c'est trop tôt pour faire le bilan scientifique qui sera fait, pour lequel il y aura une première étape au mois de juin prochain. Mais dès maintenant, on voit des enfants qui sont rentrés dans la lecture, des professeurs qui travaillent différemment parce que le nouveau contexte a créé des possibilités de faire les choses autrement. On a créé un bonheur au travail. Ce bonheur est contagieux parce qu'il n'est pas seulement pour les professeurs concernés, mais aussi pour les professeurs des années suivantes qui se disent qu'ils ont des enfants bien préparés qui vont arriver. Et puis c'est un bonheur pour les parents, à chaque fois je les rencontre aussi, toujours issus de presque tous issus de milieux défavorisés, et qui d'un seul coup ont, parfois pour la première fois, alors que dans d'autres registres, des moyens réels
des pouvoirs publics ont été mobilisés, mais ne sont pas toujours perçus. Là, ils se disent, on fait vraiment attention à notre cas, on est vraiment dans une attention spécifique à nos familles, à nos quartiers, qui sont considérés habituellement comme délaissés. Et donc, le renversement psychologique est extrêmement important, autant que la disposition pratique. Donc cette mesure aura des effets à terme. Par exemple, je pense qu'elle aura un impact sur Pearls. En tout cas, c'est tout mon engagement qu'il en soit ainsi. Mais elle est quand même déjà une mesure à court terme qui a des premiers effets et des premiers impacts. Quoi. Absolument. Alors, sur les réformes, on va parler du bac un petit peu après, parce que vous allez rentrer, j'allais dire, dans le dur à partir de 2018. Mais vous avez annoncé toute une série de réformes dont si on prenait ce crible de disruption pose question de savoir est-ce que vous êtes plutôt un disrupteur ou plutôt un conservateur. D'ailleurs, je ne sais pas si les deux doivent s'opposer. Mais le retour de la chorale, par exemple, à l'école, l'idée du retour également de l'uniforme, l'idée de la discipline, donc du respect du professeur, l'idée de l'interdiction des écrans, et notamment des écrans de nos téléphones portables, qui va peut-être assez difficile à inculquer à nos enfants, sachant que les parents eux-mêmes ne se l'appliquent pas à eux, j'imagine, à la maison. Mais il y a donc toute une éducation dans ce domaine du numérique qui pose des tas de questions. Donc, comment est-ce qu'on doit vous qualifier? Est-ce que vous êtes un rénovateur conservateur? Est-ce que vous êtes un disrupteur finalement un peu mais qui attaché aux traditions? En fait, on le voit bien dans votre question. Le problème, c'est celle des grilles de lecture. C'est-à-dire que on ne sait pas vraiment vous qualifier. Tant mieux. Je m'en réjouis. C'est-à-dire c'est ça justement être vraiment disrupteur. Si vous voulez, c'est que si l'innovation, c'était juste là aussi de sauter sur sa chaise en disant innovation, ça n'a aucun intérêt en réalité, aucun. Ce qui compte, c'est les buts que l'on poursuit et de le faire avec pragmatisme. Pour moi, il faut avoir les idées claires sur ces sujets-là. Pour moi, l'éducation est une libération. C'est-à-dire que l'enfant, l'adolescent, l'adulte, plus va profiter d'une éducation, plus il va se libérer. L'éducation est pour ça constitutive même d'une définition de l'être humain. Elle lui permet de se libérer. Et l'enfant, le petit enfant qui naît, est parmi toutes les créatures l'animal social, comme dit Aristote, parce que il va dépendre des autres. Sans les autres, on n'est rien. Et donc c'est ce qui nous caractérise, et c'est à la fois notre faiblesse et notre force. Et bien entendu, c'est l'éducation qui traduit cette force, qu'elle vienne des parents, qu'elle vienne de l'école ou d'autres structures. Et donc, de ce point de vue-là, il est fondamental que l'enfant aille non pas vers une liberté immédiateté qui caractérise souvent notre monde, mais vers une liberté construction qui suppose de lui donner un certain nombre de cadres au départ. Et ce cadre va se déployer avec le temps. Alors, concrètement, ça signifie que le langage joue un rôle fondamental. Et le langage, c'est l'autre élément qui définit l'homme aussi dans son déploiement. Et la première des inégalités, c'est une égalité devant le langage. C'est pourquoi tout ce que je peux dire sur les premières années de la vie ne sont pas des éléments conservateurs ou disrupteurs. On s'en fiche. Ce qui est important, c'est de donner aux enfants des outils pour aller bien dans la vie. Et tout ce que je dis sur l'école primaire en particulier est inspiré en réalité par ce que je peux savoir, connaître par la science, l'expérience et la comparaison internationale de ce qui marche. Donc c'est en cela que je suis éventuellement innovant. Mais parfois vous êtes innovant en faisant des choses qui se faisaient au XVe siècle avant Jésus-Christ. Le problème n'est pas de chercher à tout prix à faire différemment de ce qui se faisait avant. Le problème, c'est d'être utile pour les enfants. Et donc sur le langage, on sait très bien par exemple qu'il faut beaucoup de vocabulaire à l'école maternelle. On sait que l'école maternelle, il faut qu'elle soit très épanouissante. Alors ça, par exemple, quand je dis ça, ça va manger du côté des innovants. J'ai toujours plaidé pour ça. Par exemple, je suis à l'origine de l'expérience à l'école maternelle de Céline Alvarez, qui est considérée comme innovante. Et je pense que les enfants doivent trouver du bonheur à l'école. Donc, suis-je un innovant quand je dis ça? Mais après, je pense qu'au cours préparatoire, il faut... Vous inspirez de Montessori ou... Oui, j'ai lu Maria Montessori. Et vous la citez d'ailleurs dans le livre. Oui, bien sûr. Et je pense que c'est très grande... penseuse. Pourtant, ça date du début du XXe siècle. Oui, voilà. Non, mais voilà. Tout le monde considère que Montessori est une femme d'avenir, en quelque sorte. Ce qu'elle dit a un intérêt pour le futur. Elle a écrit il y a un siècle. Montaigne a écrit il y a 4 siècles. Et qu'est-ce que cela ne l'empêche pas d'être très moderne. Donc, donc, il faut faire très attention à nos grilles de lecture où
on passe pour passéiste, si je puis dire, simplement parce que on dit des choses qui parfois ont pu en effet exister dans le passé. C'est absurde. C'est totalement absurde en réalité. Et on doit rénover nos grilles de lecture. Donc, je n'ai aucun goût pour le rétroviseur ni pour le passéisme, loin s'en faut. J'ai d'ailleurs parfois été accusé de l'inverse dans d'autres circonstances. Par contre, je suis très attentif à ce qui peut structurer l'enfant dans les premières années, ce qui passe à chaque fois par des diptyques, par des duos, par des couples qui ne sont pas antagonistes, mais qui sont au contraire complémentaires. Et c'est pourquoi, et donc c'est typiquement le cas entre effort et plaisir, c'est typiquement le cas entre apprendre et apprendre à apprendre, c'est typiquement le cas entre connaître et comprendre, et ainsi de suite. Donc vous avez sans arrêt dans le débat public des gens qui cherchent à opposer des choses qui ne s'opposent pas entre elles. Et à chaque fois que je parle de l'une des deux choses, on essaye de me positionner dans un camp. Donc aujourd'hui, on va me dire que je suis passéiste parce que j'ai appuyé sur certaines choses. Demain, vous verrez, on dira dans le débat que je suis apprenti sorcier ou que sais-je parce que je vais pousser telle et telle chose. En réalité, ça m'est égal. La seule chose qui fait que ça m'est pas égal, c'est que ça freine. Et un de mes buts, c'est de faire évoluer le débat public pour qu'il soit posé dans les bons termes. Et ce qui me désole parfois, c'est que le débat public français est circulaire. C'est-à-dire que l'autre jour, un ancien ministre de l'Éducation nationale, je ne dirais pas lequel, m'a offert un vieil exemplaire d'un journal, je ne dirais pas lequel, d'il y a quelques décennies maintenant, et où des choses qu'il avait pu dire correspondant à des choses que je peux dire, un sujet que j'ai abordé ces derniers temps, étaient critiquées, mais exactement dans les mêmes termes par le même journal, à plusieurs décennies d'intervalle. Et vous savez, j'étais il y a 10 jours à la Sorbonne, il y a 2 semaines à la Sorbonne, dans le grand amphithéâtre, avec certains des plus grands spécialistes de la lecture. Un qui s'appelle José Moraïs, une autre femme qui s'appelle Liliane Spenger-Charol, et puis il y avait Alain Bentolila et Éric Orsena. Et José Moraïs, que j'admire beaucoup et qui a écrit beaucoup de choses intéressantes sur la lecture, démontre très bien un point particulier qui est que la fluidité de lecture, donc la capacité à lire vite, grâce à un décodage fluide, est au service de la compréhension des textes. Bien. Quand il le démontre, mais c'est pas l'opinion de José Moraïs, c'est totalement démontré, c'est pas seulement en France, etc. Quand Pearls sort, j'annonce 25 mesures environ pour rebondir. Dans les 25, il y a la dictée quotidienne qui est un sujet parmi 25. Et certains sujets qui portent sur la fluidité de lecture, d'autres qui portent sur la compréhension, etc. Mais immédiatement, comment se structure le débat public ? C'est « Ah, il a parlé de dictée quotidienne, il est donc passéiste, et il s'intéresse que aux éléments mécaniques du français, alors que le vrai enjeu, comme le dit Pearl, c'est la compréhension. » Autrement dit, on pose le débat dans des termes simplistes et dans des termes faux, alors même que on prend les gens. En plus, ça revient à me prendre pour un imbécile, c'est-à-dire à croire que j'ai pas vu le problème, quoi. Alors que en réalité, si on est sérieux, si on approfondit le sujet, on sait très bien que tout cela va ensemble. Et dans les pays plus mûrs sur le plan de leur débat public sur l'éducation, ces choses-là sont sues et donc ils progressent. Donc il n'y a pas de fatalité à rester sans arrêt sur les mêmes débats et sur les mêmes problèmes. Et ce qui m'a frappé, c'est que quand José Moraïs a fini son propos à la Sorbonne, il a dit « Nous avons perdu 20 ans ». Parce qu'il y a 20 ans, la même démonstration, il la faisait déjà. Et à l'époque, les mêmes, dans le même journal par exemple, faisaient le même genre de critique. Et d'ailleurs, les mêmes n'ont pas honte aujourd'hui, puisque ils continuent. Ils continuent et ils font semblant de ne pas avoir dit ce qu'ils avaient dit il y a 20 ans. Et donc, ils font le petit virage sur le côté, tout en continuant à tirer sur boulet rouge, sur les mêmes sur qui ils tiraient à boulet rouge il y a 20 ans. Il faut savoir tout ça. Je vais vous faire plaisir, j'écoutais France Inter avant de venir ce matin, et plutôt une radio, on va dire, écoutée par les professeurs. Il disait, sur la chorale à l'école, très bonne idée, d'ailleurs on va vous raconter l'exemple d'une école qui est en train de monter un opéra. Moi je trouve que cette idée, alors peut-être passéiste, mais d'apprendre à apprendre et d'apprendre aux enfants finalement de quoi est-ce qu'on va avoir besoin dans ce 21e siècle numérique, technologique, évidemment la lecture, j'allais dire papier si on peut, même si la tribune fait les deux, et d'avoir cette capacité à travailler ensemble et à s'affronter, et pourquoi pas par le biais effectivement de la culture, ça peut être la chorale, ça peut être le théâtre.
est-ce que là, finalement, vous n'avez pas une forme de modernité que de proposer ce type d'apprentissage, qui sont les apprentissages qui permettront à nos enfants de savoir finalement s'adapter à un monde qui change à toute vitesse, où finalement il ne s'agit pas simplement de les instruire, il s'agit de leur permettre de savoir être dans ce nouveau monde. Non mais alors, puisque ça tourne autour de ça, j'insiste, mon livre s'appelle L'école de demain. Mon propos, c'est demain, c'est le futur. Je pense être en situation d'innovation considérable pour l'école de demain. Et ce sujet-là en fait partie. Donc les choristes, l'école d'hier, c'est l'école de demain. Mais je dis pas ça pour vous provoquer, je pense que vous avez raison, mais vous êtes parfois caricaturé. Oui, souvent. On retrouve les couples faussement antagonistes dont je parlais tout à l'heure. Lorsque je dis lire, écrire, compter, respecter autrui, vous avez toujours quelqu'un pour dire « Ah oui, mais non, il y a aussi la culture, l'esprit critique, apprendre à apprendre, etc. » Autant de choses avec lesquelles je suis profondément d'accord, et même j'en suis l'avocat total. Mais les deux choses ne s'opposent pas. Si vous ne savez pas lire, l'accès à la culture va vous être sacrément bloqué. Éric Orsena avait utilisé une formule que j'aime bien quand on parle de lire, écrire, compter. Il dit c'est l'accès à l'accès. Autrement dit, si on n'a pas ça, on ne peut pas avoir le reste. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Donc il y a beaucoup de démagogie sur ces questions. C'est comme quand on dit apprendre à apprendre. Je suis le premier à dire apprendre à apprendre. Quand j'étais directeur d'une grande école, j'ai beaucoup poussé ces idées-là. Mais c'est pas la même chose quand vous parlez aussi d'étudiants qui ont plus de 18 ans, quand vous parlez d'enfants qui ont 3 ans. Et quand Montaigne dit « vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine », il a évidemment raison et on est tous ses héritiers, mais il n'a pas dit qu'il fallait une tête vide. Il faut apprendre des choses, vous voyez. Et non, mais il y a des gens qui, au nom de la tête bien faite, finissent par dire « il faut une tête vide pour qu'elle soit réellement bien faite ». C'est pas comme ça que ça marche. Il faut apprendre des choses pour pouvoir apprendre à apprendre. Typiquement, si vous ne savez pas vos tables de multiplication, c'est pas vrai que vous allez être à l'aise en maths après. Et ce que montrent les sciences cognitives, c'est que si vous n'avez pas ancré ça tôt dans la vie, après, ça va être très difficile de l'ancrer véritablement. Donc ce sont des choses qui sont démontrées. Donc soit on fait de la démagogie, on fait semblant de ne pas le voir, on veut ne pas avoir l'air passéiste et on ne dit pas ces choses-là. Soit au contraire, on est tourné vers le futur, on regarde ce que disent les sciences cognitives et on appuie sur ces points parce qu'on veut réellement le progrès social, parce que ceux qui n'ont pas ça, ceux qui ne l'acquièrent pas, c'est ceux qui sont évidemment en situation sociale défavorisée, puisqu'ils n'ont pas de famille pour le compenser. Donc je crois que je suis assez progressiste et innovant quand je suis sur ces sujets, et tant pis si je prends le risque de passer pour passéiste, mais je sais que ces choses-là sont fondamentalement ce qui vont dans le sens du progrès. Et si on prend l'exemple que vous donnez, j'ai tout de suite eu, et c'est un des intérêts de ce gouvernement, c'est que on a de très bonnes relations d'un ministre à l'autre, donc on arrive à ne pas travailler en silo. On s'est tout de suite extrêmement bien entendu avec Françoise Nyssen, et on a dit qu'on allait avoir une politique culturelle à l'école extrêmement volontariste. C'est comme ça qu'on a fait la rentrée en musique, qui était un premier signal à la rentrée dernière. Et la deuxième étape, maintenant, c'est les chorales, en effet. Et là, c'est pareil, si vous voulez, les chorales. Là aussi, on sait tous que c'est très positif pour les enfants, quel que soit leur âge. C'est d'ailleurs vrai aussi d'un point de vue cognitif, mais au-delà de ça, la musique doit être présente en permanence dans notre vie scolaire, parce que c'est très important. Je pense que c'est assez moderne, s'il faut cette grille de lecture-là, de le dire. Néanmoins, dans le débat public, vous dites chorale, il y a immédiatement des beaux esprits pour dire choriste, et comme si d'ailleurs ce film qui est pas si... On va faire une chorale de rap. Vous dites, oui, si on veut, mais en tout cas, les réflexes, moi, ce sont des choses qui m'attristent en fait. C'est-à-dire, si vous dites, le niveau est bas. Quand vous dites, on va faire, parce qu'il y a des choses concrètes derrière. Hein, ça veut dire qu'il y a 2 heures d'options pour tout collégien de France. Tout collégien de France pourra faire désormais, à partir de septembre 2018, 2 heures de chorale. Voilà, c'est très concret, ça n'existait pas avant, ça va exister dans le futur, ça veut dire du chant à l'école, ça veut dire de la musique en permanence, etc. Voilà. Si on veut, maintenant, on peut discuter beaucoup de ce que ça va être concrètement, comment ça va se vivre. Il y a plein de choses très intéressantes à dire autour de ça. Au lieu de ça, qu'est-ce que vous avez dans le débat public? Chorale, choriste, donc il est passéiste, etc. C'est triste, c'est triste. Et mon but, c'est de réussir à passer à autre chose, quoi. Et votre corporation peut nous y aider, parce qu'on a parlé de celle des professeurs, mais on pourrait parler de la vôtre. Alors, Monsieur le Ministre, le temps passe tellement vite et j'aurais tellement de questions, mais on aura une deuxième partie d'un échange avec Emmanuel Barbara et je ne voudrais pas lui prendre tout son temps. Alors, je voudrais continuer juste le dialogue que nous avons sur 2 choses.
Alors disruption quand même, oui, parce que vous avez dit déjà à plusieurs reprises que nous sommes en train de parler de sciences éducatives. Vous avez dans votre livre et à plusieurs reprises parlé des neurosciences, et vous venez de nommer Stanislas Dehaene, qui est donc président désormais du Conseil scientifique de l'éducation nationale, qui est lui-même un psychologue spécialisé dans les sciences cognitives et qui va donc être, alors quel va être son rôle, mais si j'ai bien compris, il va travailler sur les programmes. Donc ça veut dire quel impact peuvent avoir les sciences cognitives sur l'école de demain? Alors non, il ne va pas travailler sur les programmes parce qu'il y a un conseil supérieur des programmes, mais il va travailler presque sur tout le reste, c'est-à-dire l'ensemble des politiques publiques que l'on mène. Je pourrais avoir recours à ce conseil scientifique pour demander des conseils, tout simplement. Donc pour avancer à la lumière de choses qui sont démontrées. De l'apport des sciences. De l'apport des sciences. Donc typiquement, je vous prends un exemple, lorsque j'ai annoncé notre réaction par rapport aux résultats de Pearls, un des sujets plus importants que la dictée que j'ai abordé, c'est la question des manuels scolaires. Et les manuels scolaires, notamment à l'école primaire, il est démontré qu'ils n'ont pas tous la même valeur en réalité, et que certains sont meilleurs que d'autres et pour l'entrée dans les apprentissages. Donc là aussi, c'est un petit tabou, voire un gros tabou, parce que quand vous dites ça, on vous dit, mais alors, vous voulez juger les manuels scolaires, donc vous êtes contre la liberté éditoriale, etc. Mais si entre deux manuels scolaires, il y en a un qui fait réussir les enfants et un autre qui le fait échouer, je ne vous cache pas que mon point de vue est fait sur le fait de mettre l'accent sur ce facteur-là. Et donc, mais en même temps, je n'ai pas moi tout seul qui peut avoir des idées certaines sur ces choses-là, bien entendu. Donc, on a besoin d'un conseil scientifique de ce type pour avoir une vision robuste sur ces sujets. Donc, j'ai demandé à Stanislas Dehaene, comme vous le dites, spécialiste de sciences cognitives et professeur au Collège de France, alors même que, j'insiste, vous le savez beaucoup sur ce point, mais les sciences cognitives sont peut-être la révolution scientifique de notre époque. On insiste beaucoup sur les révolutions technologiques représentées par les révolutions numériques aujourd'hui. On va peut-être en parler, parce que c'est important. Mais il y a plusieurs révolutions scientifiques aussi, et notamment la révolution des sciences cognitives qui est en train quand même, jour après jour, d'ouvrir un continent à notre connaissance. Barack Obama avait comparé son plan cerveau à un plan d'exploration des océans, en disant qu'on ne connaissait que la surface des océans et qu'il y avait encore autant de choses à découvrir que dans l'espace intersidéral. Eh bien, c'est la même chose avec le cerveau, en effet, et nous sommes les contemporains de cette révolution. C'est d'ailleurs quelque chose d'absolument fantastique. D'autant plus que le message de cette révolution, il est assez intéressant, l'homme a un potentiel fantastique. Donc c'est un message en plus anthropologique extrêmement stimulant. Et donc ça signifie qu'on peut être optimiste sur le rôle que l'éducation peut jouer pour tout simplement le bonheur, la réussite des enfants. Donc j'attache beaucoup d'importance à cette discipline, même si ce n'est pas la seule à prendre en compte. Et puis qu'il ne faut pas confondre sciences cognitives et neurosciences d'ailleurs, puisque sciences cognitives englobe les neurosciences, mais ça va plus loin, parce que c'est aussi la psychologie. D'une certaine façon, c'est les nouvelles sciences de l'éducation. Et en plus, tout ce domaine des sciences de l'éducation a fait des progrès ces dernières années, y compris dans d'autres domaines que les neurosciences, notamment pour faire des expériences qui permettent d'avoir une idée plus précise des facteurs qui ont un rôle sur le progrès de l'école. Donc il faut sans arrêt se tenir au courant de ces choses et avancer comme cela. C'est pourquoi aussi j'attache tant d'importance à la comparaison internationale, par exemple à la méthode de mathématiques de Singapour ou d'autres choses de ce type, parce qu'il faut regarder ce qui marche bien dans le monde, non pas pour l'importer tel quel, mais pour avancer. Je pense que ça c'est la vraie disruption, en tout cas la vraie innovation, c'est-à-dire des choses qui nous font avancer de façon éclairée, en ne restant pas confinés à notre seul pays, mais en regardant ce qui va de mieux dans le monde. Une des ambitions que j'ai, c'est pour notre pays, on en parle avec le président, c'est que la France redevienne un modèle scolaire à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'on vienne en France pour se dire, il y a telle et telle expérience qui sont à regarder de très près. Et le dédoublement des classes de CP à 12 en est un bon exemple. Vous citez le modèle de Singapour, mais il y a également le modèle scandinave, notamment, je crois, suédois, où il y a une réflexion actuellement pour supprimer les matières. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de matière qui sera enseignée de façon, j'allais dire, en silo, mais de façon plus transverse. C'est-à-dire qu'on pourrait étudier un sujet en vertu de, à la fois, la question mathématique, la question géographique, la question historique,
la question littéraire. Est-ce que ce sont finalement dans un monde où les savoirs vont devoir être beaucoup plus transversaux, où la capacité à mettre les choses en relation les unes avec les autres, la réflexion, l'apport du numérique qu'on ne peut pas contester, vous l'avez esquissé, c'est-à-dire que aujourd'hui, on sait que nous, humains, allons être augmentés par des intelligences artificielles. Donc ça pose tout un tas de questions sur que faut-il apprendre et comment faut-il apprendre dans ce nouveau monde qui ne va pas disparaître. On peut interdire le portable pendant que le professeur parle, mais on ne peut pas empêcher les enfants de regarder telle ou telle information sur le numérique. Donc c'est d'ailleurs un plus pour nos enfants, si c'est bien utilisé. Alors il y a beaucoup de questions dans votre question, mais il y a la question clé qui est le monde dans lequel nous entrons va être un monde de plus en plus technologique. C'est un fait. Et en quoi est-ce que ce monde, nous réussissons à faire en sorte qu'il soit de plus en plus humain aussi? Et c'est ça, pour moi, le grand défi de notre époque. Et comment nous définissons les termes de la relation homme-machine dans ce monde dans lequel nous entrons? Et donc, comment nous préparons nos enfants à entrer dans ce monde? Pour traiter cette question, j'ai pour ma part un mot-clé qui est celui de discernement. C'est-à-dire, je pense que nous avons besoin d'avoir du discernement dans les politiques publiques que nous menons en la matière. Et puis, nous avons besoin de créer du discernement chez nos enfants, parce que c'est de cela qu'ils vont avoir besoin dans ce monde-là. Pour cela, oui, bien sûr, il faut de la pluridisciplinarité. Tout est pluridisciplinaire. Quand je soulève ce verre, je mets en jeu de la physique, mais peut-être un peu de psychologie, sûrement des sciences et vie de la Terre, et de la physiologie, etc. Donc, le monde est pluridisciplinaire, et nous devons l'appréhender de manière pluridisciplinaire. Chacun vit ça dans sa vie professionnelle. Pour cela, il faut avoir des bases disciplinaires assez solides. Il faut avoir des bases mathématiques, par exemple, assez solides. Il faut toujours avoir la démarche de ne pas opposer ces deux éléments-là, mais au contraire de les relier. Il faut et les disciplines et l'interdisciplinarité. Et c'est comme ce que je disais tout à l'heure, pour apprendre et apprendre à apprendre, pour faire de la bonne pluridisciplinarité, il faut des bases disciplinaires solides. Par exemple, il faut très bien maîtriser le langage, il faut maîtriser les mathématiques, etc. À l'école primaire, je vais vous donner un exemple de ce que je suis en train de dire. C'est le codage informatique. Le codage est une compétence de plus en plus importante dans l'époque dans laquelle nous entrons. Donc je suis pour l'introduction du codage comme un apprentissage à l'école primaire. Mais on peut avoir deux façons de l'appréhender. Soit on se dit c'est quelque chose qu'on rajoute parce que c'est très important aujourd'hui le codage. Et je pense que ce n'est pas tout à fait la bonne méthode parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses à rajouter et à la fin le berceau ploie sous le nombre des bonnes fées. Soit on analyse ce qu'est le codage et on le relie de manière interdisciplinaire à d'autres compétences, à d'autres enjeux cognitifs qu'on a pour les enfants. Et quand vous regardez les logiciels d'apprentissage du codage qui existent maintenant pour les enfants en particulier, qui sont très intéressants, que vous regardez ce que c'est, en fait vous vous rendez compte que le type de logique auquel ça fait appel, c'est celle de la grammaire de phrase. Il faut savoir distinguer un sujet, un verbe, un complément. Il faut couper des ordres, il faut couper des phrases pour les mettre dans le bon ordre et aboutir de façon assez ludique en fait à la bonne commande qui va en résulter. Et donc vous vous rendez compte que le codage est cousin de la grammaire de phrase et que tout ça est cousin du calcul aussi, des apprentissages mathématiques, des algorithmes que vous devez apprendre aux enfants, et que donc tout ça est relié à une sorte de racine commune, qui est un mot que je viens d'utiliser mais qu'on utilise finalement trop peu, qui est le mot de logique. On a besoin de logique. Et dans le monde dans lequel nous allons entrer, on a besoin que nos enfants ils aient un esprit logique. On est quand même dans un monde qui va être caractérisé par beaucoup de technologies, donc il faut de la logique pour les comprendre, les maîtriser, etc. Mais aussi par beaucoup d'obscurantisme, beaucoup de réactions à cette technologie dans un sens obscurantiste, pas seulement religieux, mais aussi on voit une pensée anti-scientifique actuellement. Eh bien, il va falloir pour ça leur donner déjà l'arme de la logique. Et donc les deux piliers, les deux atouts fondamentaux qu'on doit leur donner, c'est un, la logique, qui part ensuite vers bien des choses, et deux, la culture. C'était votre question précédente sur la musique et sur les humanités en général, parce que les humanités telles qu'on peut les redéfinir aujourd'hui, de façon à ce que cette culture générale qu'on leur donne, c'est parfois reliée au passé, bien entendu, mais tournée vers l'avenir, eh bien, cette culture soit le meilleur viatique pour la vie. Vous allez, j'allais dire, rentrer l'an prochain un peu dans le vif du sujet, quelques sujets qui fâchent, comme le bac par exemple, qui va être vous occuper. Donc,
vous portez une réforme du bac qui consiste à donner plus de place au contrôle continu, à concentrer finalement les épreuves sur 4 grandes majeures et à ouvrir également, si j'ai bien compris, une forme de grand oral, en tout cas de donner la possibilité aux enfants, un peu comme on fait dans les grandes écoles. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est la bonne réforme? Enfin, j'imagine que oui. Pourquoi est-ce que c'est la bonne réforme? Qu'est-ce que ça veut dire du bac et qu'est-ce que ça veut dire du lycée? Et j'allais dire, mais ça fait encore une fois beaucoup de questions, mais on a peu de temps, de la transition entre finalement la terminale et l'entrée. Et on s'arrêtera là, parce qu'on ne va pas parler de l'enseignement supérieur, mais l'entrée, qui est un des grands sujets quand même pour tous les parents, l'orientation, le choix, finalement, à un moment donné, pour un enfant, adolescent, de son orientation dans le monde de l'enseignement supérieur. Vous avez en ce moment même une série de réformes qui sont enclenchées et qui vont être mûres pour le début de l'année 2018 et qui sont interdépendantes les unes des autres. J'ai l'habitude de les décrire comme 4 anneaux. Vous avez un premier anneau qui a déjà été conçu, qui est la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur, ce qui vient d'être fait, qu'on est en train de mettre en œuvre. Le fameux APB. Le nouveau Parcoursup, donc, et là aussi qui est déjà une réalité concrète, puisque ça y est, au moment où je vous parle, il y a 2 professeurs principaux normalement dans chaque classe terminale de France. Vous avez tous les conseils de classe qui ont lieu en ce moment de fin de premier trimestre, qui sont des conseils de conseil aux élèves pour leur orientation future. Donc on a les premières petites améliorations qui vont se poursuivre par des grandes améliorations. Deuxième anneau, la réforme du baccalauréat, très dépendante de ce qui vient de se faire, parce que l'objectif doit être cohérent, c'est-à-dire c'est de de faire du baccalauréat un levier pour la réussite dans l'enseignement supérieur pour les élèves. Autrement dit, que le baccalauréat ne soit pas quelque chose de formel et d'un peu automatique, mais quelque chose de beaucoup plus personnalisé et qui aide l'élève à réussir ensuite dans l'enseignement supérieur. Alors même que l'un des scandales français que nous devons affronter, c'est les 60% d'échecs en licence des élèves, en quelque sorte mal préparés à réussir dans l'enseignement supérieur. Troisième anneau, le lycée professionnel, que j'ai défini comme étant ma deuxième priorité après l'école primaire, et qui est évidemment interdépendante de la réforme du baccalauréat, puisqu'il y a un bac pro derrière. Et puis quatrième anneau, la réforme de l'apprentissage, qui est menée et par la ministre du Travail et par moi-même, pour que justement les logiques du ministère du Travail et celles de l'Éducation nationale aillent ensemble vers plus d'apprentissage en France. Et l'ensemble de ces mesures aura un impact ensuite sur une réforme de l'orientation, qui permettra dès le collège d'avoir une orientation beaucoup plus en continuum, une orientation beaucoup plus efficace pour nos élèves. C'est donc ainsi que nous travaillons, c'est dans cette logique que nous travaillons. Les points de repère sont clairs, ils ont été fixés par le président de la République dès la campagne, c'est-à-dire ce que vous avez dit, les quatre épreuves terminales et le reste en contrôle continu. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a encore énormément de choses à préciser, et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment au travers de la concertation. Mais ce vers quoi on va arriver, c'est forcément quelque chose où les lycéens ont plus de choix, plus de possibilités d'avoir quelque chose qui corresponde à ses désirs et à ses capacités.